Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Un livre sur l'avenir. Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager avec vous le sujet d'aujourd'hui. Je donne aussi la bienvenue à Itamar qui nous accompagne pour cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue et bon, c'est un plaisir de partager encore une fois une nouvelle vidéo avec vous. Je donne la bienvenue aussi à nos amis de Veritat 4A qui nous aident d'une manière très active avec ce travail. Je les remercie. Je remercie à Nico dans la technique, en production et à Eden aussi en post-production, mais ainsi que toute l'équipe de Veritat 4A qui nous aide dans ces différents projets. Je vous remercie aussi pour votre fidélité. Merci de nous suivre dans cette aventure, cette nouvelle série et puis toutes les autres séries que nous avons publiées. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour vous annoncer le renouvellement de notre site internet. Nous avons fait un travail de simplicité, mais aussi de dynamisme. J'espère que le site vous plaira. N'hésitez pas à nous faire des commentaires aussi par rapport au site. Et puis à partager cette série, à partager sans modération, si vous estimez que ça vaut le coup et si vous le trouvez intéressant. J'espère que vous avez aimé la vidéo précédente. On va commencer par un petit résumé qui se trouve dans Daniel chapitre 11, versets 15 à 16. C'est ce qu'on avait traité la semaine dernière. Le roi du Nord, donc le septentrion, il va s'avancer. Donc ce qui est décrit ici, d'une manière très simple, c'est que le roi du Nord va essayer d'attaquer le roi du Sud. Et que le roi du Sud, il va envoyer ses troupes d'élite qui seront humiliés, ils seront vaincus et humiliés. Et c'est exactement ce qui nous décrit l'histoire quand les troupes d'Antioche, Magnus et Philippe de Macédoine ont vaincu les troupes de Scopas, qui est le général éthiopien envoyé par Égypte. Il y a aussi dans l'histoire un détail assez intéressant, c'est que finalement une partie, le général Scopas et une partie de ses officiers et des soldats sont envoyés nus de retour à Égypte. Une espèce d'humiliation dont le but de décourager en fait le roi Ptolémée Épiphane. Nous avons aussi expliqué la semaine dernière que ce roi, il avait à peine 5 ans. C'était un enfant. En réalité, ce qui était découragé, c'était les gens qui l'entouraient, ses conseillers. Nous avons expliqué aussi que le père de Ptolémée Épiphane avait souscrit un contrat de protection avec Rome. Et dans le cadre de ce contrat, Rome est intervenu, il a envoyé un tuteur en remplacement de tuteur égyptien qui avait été assassiné, on l'a expliqué dans la vidéo précédente. Et ce nouveau tuteur romain, c'était Aristomène. Aristomène était un philosophe, mais aussi un stratège militaire reconnu de son époque. Et il organise les troupes des Scopas pour attaquer, mais finalement, celles-ci sont vaincues. Mais par la suite, il nous dit dans le verset 16, « Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. » C'est intéressant parce que finalement, Rome vient prêter main forte à ce roi et il va vaincre la coalition du Nord qui était en même temps ses ennemis. Malheureuse coïncidence. Philippe de Macédoine a vaincu. Aristomène, il va organiser donc la riposte d'Escopas et son armée contre les troupes d'Antioche Magnus. Et finalement, ils vont vaincre ses ennemis. Et de cette manière-là, le royaume du Sud va être consolidé, soutenu par le pouvoir un peu mercenaire de Rome. Et de cette manière-là, c'est terminé la vidéo précédente. Dans le sujet d'aujourd'hui, on va aborder le verset 17. Et le verset 17 nous dit la chose suivante. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et il ne réussira pas. C'est intéressant parce que ce texte, il a l'air un peu mystérieux. On va expliquer avec l'histoire ce qui s'est passé, mais il y a un détail important. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la domination de Pompée le Grand sur la Judée et comment ça s'est passé, cette histoire des deux fils de un sacrificateur qui prétendaient au trône de Judée et qui finalement, ce conflit n'a que produit un désastre pour le peuple de Dieu puisque finalement, à partir de cette époque-là, la Judée devient une province romaine. Et Pompée Maximus dominait toute cette partie-là. Mais Ptolémée XII Aulète avait souscrit aussi un contrat avec les Romains, un contrat de protection. Et à sa mort, il laisse deux héritiers sur le trône, qui est Ptolémée XIII et Cléopâtre VII. Et il faut savoir qu'à l'époque, les Grecs, ils avaient l'habitude de se marier entre frères, surtout pour des raisons de pouvoir. Et donc l'ordre avait été donné que Ptolémée s'est marié à Cléopâtre, sa sœur. Ptolémée était un enfant, un adolescent plutôt. Cléopâtre avait dans les 22 ans, il me semble. Donc le souci, c'est qu'entre eux, ils ne s'entendaient pas du tout et que les conseillers de Ptolémée avaient convaincu d'essayer d'assassiner Cléopâtre et vice-versa. Donc il y avait un conflit mortel entre les deux
Et en vertu de ce contrat, Pompée Magnus est venu apporter la paix. Mais en même temps, il y a un autre personnage qui rentre dans l'histoire. Le 9 janvier de l'an 49, il y a Jules César, 49 avant Jésus-Christ. Jules César va franchir sa frontière. Qui était Jules César? Jules César était un général romain qui s'occupait de la Gallias, c'est-à-dire de la partie européenne de l'Empire romain. C'est la Gaule. C'est la Gaule, exactement, les Gaulois. C'est le royaume des Gaulois. Il avait dominé les Gaulois. Et il prend la décision de franchir la frontière de sa juridiction, qui est le Rubicon. Et en fait, une fois qu'il franchit le Rubicon, ça constitue une déclaration de guerre à Pompée le Grand et au Sénat. Et Pompée le Grand et le Sénat, ils ont peur de lui et ils s'enfuient en Grèce. Et finalement, il va les retrouver en Grèce. Mais dans la bataille des Pharsales, Jules César va vaincre les troupes de Pompée le Grand. Et en seulement 2 heures, il va faire 20 000 prisonniers. Il va vaincre en fait le Sénat et ses troupes. Et c'est intéressant parce que ce qui se passe, c'est que Pompée le Grand, il va fuir chez ses tutorés en fait, en Égypte. Il va essayer de trouver un refuge en Égypte. Mais le calcul est simple. Ptolémée XIII, il va se dire, voilà, lui, il est en train de fuir son adversaire. Il est censé nous protéger, il est censé nous aider. Sauf que lui, il est en fuite, son adversaire va venir ici, il va nous tuer tous. Donc, il est plus facile de permettre qu'il soit assassiné en Égypte afin de faire la paix avec Jules César. Donc, il a essayé de gagner Jules César de cette manière-là. Et finalement, Pompée le Grand est assassiné en Égypte pendant que Jules César il le poursuit. Et quand il arrive, il s'installe en Alexandrie avec ses troupes. C'est intéressant parce qu'il pouvait le faire. C'était une juridiction romaine dans le sens où il y avait un contrat de protection, donc il pouvait s'installer. Mais il se trouve face à ce conflit entre frères et sœurs. Et il devait arbitrer cette situation. Le verset 17 nous dit qu'il lui sera donné une fille pour femme, pour sa fille pour femme. Qui était cette fille? C'est la fameuse Cléopâtre. Parce que dans l'imaginaire commun, Cléopâtre incarne la femme fatale, n'est-ce pas? Et effectivement, Cléopâtre elle voulait manipuler Jules César afin d'obtenir de lui le pouvoir sur Égypte, elle seule. Sauf que Jules César, il avait comme idée de les forcer à se marier et accomplir le désir de son père. Donc ça, c'est assez complexe. Et dans le détail de l'histoire, donc si on revient en détail sur le verset 17, Cléopâtre qui était exiliée, entre guillemets, auto-exiliée, parce qu'il essayait de se protéger de son frère, il va envoyer un émissaire à Jules César, et cet émissaire devait apporter un cadeau. Et c'était quoi le cadeau, Itamar? C'était un tapis. C'est un tapis, et pas seulement le tapis, mais ce qu'il y avait à l'intérieur du tapis. Il y avait quoi à l'intérieur du tapis? Cléopâtre. Cléopâtre. En fait, de cette manière-là, elle a échappé à la vigilance de son frère, et ça lui a permis de se présenter directement devant Jules César, ce qui était déloyal, parce qu'il devait avoir une audition avec son frère et Jules César pour décider comment ils allaient régler le conflit. Donc elle a essayé de dévancer son frère, elle n'a pas seulement essayé, elle a réussi à le faire, s'est présentée devant Jules César. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand Ptolémée XIII s'est rendu compte de ce qui s'est passé, il a décidé d'attaquer Jules César et les galères, donc toute la flotte navale romaine. Et donc, il a déployé des bateaux de guerre égyptiens qui ont finalement, c'est ces bateaux qui ont été brûlés, et pas le contraire. Finalement, ils sont perdus. Et dans la bataille, il est arrivé un accident grave pour l'époque. Il y a quelque chose de très important qui a été brûlé, c'est quoi? La bibliothèque d'Alexandrie. Exactement. Le récit historique nous dit qu'un bateau incendié a dérivé vers le port et incendié le port, et les flammes se sont propagées jusqu'à la bibliothèque, où il y avait une grande partie du patrimoine culturel de l'humanité. Il faut savoir qu'Alexandre le Grand avait ordonné la traduction énormément d'ouvrages, pas seulement d'Égypte, mais de toutes les cultures autour dans son royaume, et qui étaient stockés, archivés dans la bibliothèque d'Alexandrie. Une grande partie de tout ça a été brûlée, pas tout, mais une grande partie. Et c'est une perte pour l'humanité. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu que sa campagne navale n'avait pas réussi. Il a essayé d'engager des troupes égyptiennes contre Jules César. Et Jules César est intervenu avec ses troupes installées au Moyen-Orient qui ont vaincu les troupes égyptiennes. Vu la situation, il a essayé de fuir. Et l'histoire nous dit que Ptolémée XIII s'est noyé dans le Nil. Finalement, c'est comme ça qu'il est décédé. Et finalement, la seule souveraine
qui est restée, c'était Cléopâtre. Il faut savoir que dans ces contrats de protection romaine, dès qu'il y avait les choses tournaient mal, un peu comme ce qui s'est passé en Judée. On a essayé d'attaquer les Romains. Dès que les Romains étaient attaqués par le pouvoir qui devait protéger, finalement, les Romains, ils avaient l'autorisation de prendre le contrôle. Et c'est de cette manière-là que Rome s'est retrouvée à dominer même le sud. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et le verset 18 nous dit la chose suivante. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs, mais un chef mettra fin à l'opprobre qui voulait lui attirer et le fera tomber sur lui. Un détail intéressant et qu'on n'a pas cité en texte en espagnol, c'est les îles. Les îles, c'est les côtes. Okay. Ça fait référence aux côtes. Les îles, c'est toutes les côtes de la Méditerranée, donc il arrive à dominer toute cette partie-là. Et ce chef qui a été vaincu, c'était Pharnace, qui a été dominé par les troupes de Jules César. C'est le dernier rempart avant qu'il puisse prendre le contrôle total du monde connu de l'époque. Et c'est de cette manière-là que Jules César s'est trouvé à dominer le royaume du Nord et le royaume du Sud. On voit que l'identité du roi du Nord va changer, va évoluer au fur et à mesure que le temps avance. Et là, dans cette partie de l'histoire, Jules César se retrouve à dominer la totalité. Dans le verset 19, il nous dit la chose suivante. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, et il chancellera et tombera, et on ne le retrouvera plus. C'est intéressant qu'après avoir dominé le monde de l'époque, Jules César il décide de s'installer à Rome. Donc il avait envoyé des troupes pour vaincre presque la totalité de ses ennemis. Hein. Il faut savoir qu'il a de la postérité de Pompeius Maximus, au Pompée le Grand, il restait peu de gens. Il avait un fils dans les côtes, dans les îles, qui a continué à dominer pendant quelques années encore, mais en fait, presque toute la descendance de Pompée le Grand avait été décimée. Donc il n'y avait plus grande opposition dans l'Empire. Jules César ayant dominé, il décide de s'installer à Rome. Et à Rome, en vertu d'une loi romaine, il est nommé dictateur pendant 10 ans. Il faut savoir que le terme dictateur vient du fait que dans la loi romaine, en cas de danger qui menacerait l'intégrité de la République, un personnage illustre du Sénat ou un personnage illustre de la République pouvait être nommé en tant que dictateur. Dictateur pourquoi? Parce qu'il pouvait dicter des lois sans passer par le Sénat afin d'assurer la pérennité de la République. Donc c'était une loi de défense de la République. C'était pas comme les dictateurs d'aujourd'hui, sont dictateurs à vie. Il faut savoir que son successeur a finalement réussi à se faire nommer dictateur à vie. On va le définir, ça on va l'expliquer plus tard. L'histoire nous dit qu'il chancellera. C'est quoi? Il va finalement tomber. Et comment il va tomber? L'histoire nous raconte que dans le Sénat, il y a une coalition qui se forme et finalement on assassine Jules César dans le Sénat. Il est trahi et assassiné dans le Sénat. Donc ça va marquer le début d'une guerre civile au sein de l'Empire romain. C'est quelque chose de très intense. Et on va voir ce qui se passe autour de ça, parce que là, on a Jules César qui est tombé, on a toujours Cléopâtre au sud, et dans le chapitre suivant, on va voir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a déclenché cette guerre civile et quelles sont les conséquences sur l'Empire romain et jusqu'au temps de Jésus. Mais on ne va pas terminer la vidéo sans répondre à des questions. On avait une question dans la section en espagnol. Donc la question c'était pourquoi Cléopâtre et son frère étaient obligés de se marier. C'est quelque chose de très intéressant. Alors, c'est des choses communes parmi les Grecs de se marier entre frères. Ils avaient la croyance que le fait de ne pas mélanger leur patrimoine génétique, bon, si on peut utiliser le terme, ils ne connaissaient pas le terme génétique, mais de mêler le sang, comme ça qu'ils le concevaient, assurer une pureté, et comme ils ont eu prétention d'être des descendants des dieux, le fait d'assurer cette descendance, entre guillemets, pure, leur assurait une légitimité au-dessus du peuple sur le trône. Donc ça les poussait à faire ce genre de choses, et c'était des choses communes parmi les Grecs, et notamment parmi les Grecs qui dominaient en Égypte, donc les pharaons grecs en Égypte. Ils se mariaient entre frères et sœurs, et bien évidemment ça provoquait des maladies génétiques, et ils ne vivaient pas longtemps, et c'était vraiment c'était le bazar. Mais le pratiquer, c'était quelque chose de courant. Aujourd'hui, on ne pourrait même pas imaginer une chose pareille.
mais c'est quelque chose qui était courant à cette époque. Et puis, il a eu aussi le cas des femmes qui ont dominé seul sous l'Empire d'Égypte. Et on a même des statues des pharaons, femmes, qui portent une barbe, une fausse barbe. Et parce qu'ils avaient besoin de la barbe pour pouvoir justifier la place des pharaons. Et qui gouvernaient, ils mettaient la barbe quand il fallait faire un acte de gouvernance, un acte officiel, et qu'au jour le jour, ils ne portaient pas cette barbe postée. Donc voilà, et ça existait, donc il a existé des femmes qui ont dominé seules, la plupart c'était des hommes qui dominaient seuls, mais dans certains cas, ils s'étaient forcés à se marier pour assurer en fait la lignée familiale et dans le pouvoir. Voilà pourquoi ça a été fait. On va terminer la vidéo. En tout cas, on vous remercie pour votre attention, on vous remercie pour votre fidélité. Je remercie les équipes de Veritas 4A, je remercie Tamar pour nous avoir accompagnés aujourd'hui. C'était un plaisir de vous accompagner et on vous attend pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'oubliez pas de partager et puis on se voit dans 15 jours avec un nouveau sujet de cette série. À la prochaine. Bye bye.